Donc je vous propose une discussion et un échange de témoignages en 3 temps. Tout d'abord, vous nous direz les uns et les autres ce que vous avez observé dans votre environnement immédiat. Dans un deuxième temps, nous dirons ce que vous avez mis en œuvre pour lutter contre les conséquences du réchauffement. Et puis, disons, ce que vous imaginez devoir mettre en œuvre encore pour les 20 ou 30 années à venir. Voilà, on fera un peu de prospective. Laurence Campan, je le disais tout à l'heure, dans une grande agglomération comme le Grand Lyon, finalement, tout ça n'est pas très visible. Alors, au niveau de la direction de l'eau du Grand Lyon, effectivement, donc, nous avons un réseau de mesures qui nous permet de connaître depuis 25 ans l'évolution des précipitations. Donc, nous utilisons un réseau de pluviomètres directement pour l'exploitation de nos activités, donc autant la modélisation que l'exploitation des systèmes d'assainissement. Et ce réseau de pluviomètres donc, fait l'objet d'analyses de chaque précipitation sur notre territoire et nous permet de conclure qu'à la fois pour les données moyennes comme pour les données extrêmes, nous n'avons pas constaté depuis 25 ans de tendance significative d'évolution qui corroborerait à donc une augmentation des précipitations, une diminution sur notre territoire, on est plutôt en stagnation. En ce qui concerne les températures, donc, nous n'avons pas de dispositif suffisamment ancien pour suivre les températures des masses d'eau sur notre territoire. Par contre, on constate effectivement une augmentation relative de nos masses d'eau. Donc, par exemple, donc, nos experts constatent des augmentations sur l'eau du Rhône, donc en lien avec donc les autres acteurs du territoire. Par contre, la nuance que j'apporterai, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas en mesure, au niveau d'une collectivité, de définir si ces évolutions de température sont dues au réchauffement climatique ou à l'impact de diverses activités plus en amont sur le fleuve. Nous avons aussi donc, comme masse d'eau le lac des Eaux Bleues, qui est une masse d'eau de secours sur notre territoire, sur lequel on constate des évolutions de température, alors plutôt là, non pas en termes de niveau de température dans l'absolu, mais plutôt de nombre de jours où les températures sont élevées dans le lac dans l'année, ce qui entraîne donc des évolutions en termes de végétation dans le lac, donc des développements d'algues, également des proliférations bactériennes qui nous incombent de suivre très précisément. Par contre, effectivement, encore une fois, on se pose les questions de est-ce que c'est le comblement naturel du lac qui fait que les températures évoluent depuis quelques années ou est-ce que c'est un effet du réchauffement climatique? Donc nous n'avons pas réponse à ces questions. Et nous avons aussi observé sur la nappe de l'Estionnet, qui est là notre principale ressource en eau potable en lien avec la nappe alluviale du Rhône, donc dans les piézomètres, quelques tendances à une élévation de température. Je voulais juste présenter un troisième point, donc au-delà de l'aspect constat d'évolution éventuellement climatique, les évolutions en termes de consommation d'eau potable. Sur notre territoire, on constate, malgré une augmentation de la population sur le territoire du Grand Lyon, depuis quelques années, une stagnation, voire une légère diminution de la consommation d'eau sur notre territoire. Voilà, donc ce que je voulais dire au niveau du constat initial. D'accord, on viendra dans un deuxième temps effectivement sur les mesures, notamment des mesures contre le gaspillage. Ça, on n'a pas encore évoqué le mot de gaspillage depuis ce matin. Bien, Renaud Jallinou, alors il en va tout autrement dans cet écosystème assez fragile qui est celui du lac du Bourget, qui a été extrêmement abîmé. Vous avez bossé, si j'ose dire, comme un forcené depuis 30 ans pour rendre à cette eau, au lac du Bourget, une eau extrêmement limpide. Aujourd'hui, certes, vous avez réussi, mais il n'en est pas moins que l'inquiétude est grande quant à l'élévation des températures. Il faut surtout rendre hommage aux élus qui, il y a 40 ans, ont construit un ouvrage titanesque qui ont permis de sauver le lac et qu'on va inaugurer d'ailleurs dans quelques mois. Bon, malheureusement, on est à 100 km l'un de l'autre, mais la situation est beaucoup plus catastrophique chez nous. Comme vous le savez, on l'a dit, je crois, les Alpes du Nord sont le territoire certainement où l'augmentation de température est la plus visible. On a pris 1,8 degré en moyenne sur la période 1950-1911. L'année 2011, c'est l'année la plus chaude. L'année 2010, c'est le printemps et c'est l'automne le plus chaud. Et donc, on a une température de l'air qui a pris 1 degré en moyenne sur la station de Vaugelan à Chambéry. Et ça se traduit directement sur la température de l'eau du lac. Alors, on peut considérer que c'est anecdotique. 1 degré de température, c'est rien. Imaginez dans la salle, si on montait d'1 degré... Oui, mais 1 degré en 30 ans, c'est beaucoup. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est 1 degré, en soi, c'est pas grand-chose. Si on augmentait la température de la salle d'1 degré, je ne suis pas sûr que tout le monde le sentirait pour autant. Pour les milieux aquatiques, on l'a évoqué, c'est beaucoup. Mais simplement, c'est 1 degré en moyenne sur l'année, mais c'est 2 degrés sur le printemps. Et 2 degrés sur le printemps, c'est énorme.
Et ça a des impacts directement sur le fonctionnement du lac, même si c'est, comme vous le savez, on peut en parler un petit peu, mais sur le lac, c'est les 20 premiers mètres qui comptent, c'est là où il y a la biologie qui commence à se mettre en route, et il y a toute la vie qui est liée à cette activité biologique. Donc le fait d'avoir des prétends très chauds fait que la vie commence plus tôt, donc il y a du phytoplancton plus tôt, il y a du zooplancton plus tôt, et en fait tout ça a un effet en cascade. Alors ça, c'est pour parler de la température. Ça, c'est à peu près 25-30 cm. C'est ce qui nous manque chaque année en pluie. C'est pas grand-chose, encore une fois, on parlait d'1 degré. Ça, c'est 30 cm. Normalement, il tombe 1,30 m d'eau chez nous sur notre territoire. Maintenant, il tombe plus qu'1 mètre. Depuis 2003. On voit vraiment depuis 2003 une cassure très nette. Alors là, on n'a pas besoin de modèle pour l'instant, hein, où on parlait de la taille de l'échantillon. Nous, on voit très clairement que depuis 2003, on a 30 cm d'eau en moins. Donc c'est moins 20, moins 30% depuis 9 ans. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on constate dans les cours d'eau, ça c'est une donnée factuelle, le débit des cours d'eau a chuté de 40 à 50%. Là, on n'est plus sur 2020-2030, c'est maintenant. Moins 20, moins 30 en pluie, moins 40, moins 50 en débit, en module moyen. Je ne vous parle pas de la durée sous laquelle on est, par exemple, sur les débits d'étiage. On est sur des situations, mais catastrophiques. Donc, ça, c'est du concret, c'est du réel. Et troisième élément qu'on a constaté, c'est que l'évapotranspiration a explosé, littéralement explosé. La pluie efficace est passée de 700 mm, 600, 700 mm à 170. C'est quoi la pluie efficace? C'est la pluie moins l'évapotranspiration. Donc on l'a évoqué tout au long de la journée, c'est-à-dire ce que prennent la plante, c'est la transpiration. Donc ça veut dire que pour l'agriculture, mais c'est un changement radical. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve à partir de 2003, 2004, 2005, 2006. Alors 2007, 2008, on a eu une pause, puisqu'il a plu pendant l'été. Mais après 2009, 2010, 2011, on recommence. Donc l'agriculture, elle est étouffée. Pour faire des pommes et des pouloirs sans eau, on ne sait pas faire. Donc on est dans le cœur du sujet là. Et ça, c'est pas de manière progressive, c'est brutal. Donc voilà, les trois paramètres, ils sont là. D'accord. Renaud, dans ce paysage cataclysmique, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas un rayon de soleil quand même? Rassurez-nous. Si, il y en a un. Parce que finalement, quand il pleut moins, il y a moins de pollution. Et comme il y a moins de pollution, il y a moins de phosphore qui arrive au lac. Donc on a un lac en ce moment qui est resplendissant. Mais qui est aussi lié à l'action passée des élus que j'évoquais tout à l'heure. Comme on l'a dit, effectivement. Bien, Pascal Sambarino, vous, en tant qu'EDF, alors dites-nous un petit peu quelle est votre préoccupation et d'abord votre observation sur les cours d'eau. Hein. Bon, le Rhône, c'est quand même le roi des fleuves, et le Rhône, bien, il irrigue, si on peut dire, beaucoup de centrales nucléaires. Oui, alors d'abord, je vous remercie. En effet, je crois qu'on ne peut pas avoir un débat sans parler de l'énergie, et notamment de la production d'électricité. Parce qu'on prend de plus en plus conscience que l'eau, l'énergie, l'environnement, tout ça est lié. Et je crois que ça soit dans le public, dans les discussions, comme en interne dans les grandes entreprises comme EDF, cette prise de conscience est déjà le premier témoignage, je dirais, de ce que l'on constate. C'est une prise de conscience forte des phénomènes, de ces évolutions, et d'essayer au maximum de les anticiper. Sinon, forcément, on a connu ces dernières années, faut-il les impacter au changement climatique, je n'en sais rien, mais des phénomènes quand même de plus en plus fréquents, extrêmes, que ce soit vis-à-vis des crues, que ce soit avec les risques d'inondation associés, ou vis-à-vis des phénomènes de sécheresse et de canicule. Il y a également la gestion proprement dit des retenues. Sur le bassin, on a de grandes retenues des barrages hydroélectriques qui permettent de faire bien évidemment de la production hydroélectrique, mais pas que ça, de gérer tout un tas d'autres usages. Et cette gestion coordonnée et multi-usage de ces retenues, elle nécessite en permanence beaucoup plus de vigilance et donc une attention beaucoup plus forte pour pouvoir assurer tous les usages pour lesquels elles ont été conçues, ces retenues. Et tout ça, bien sûr, avec en chapeau, je dirais, les exigences normales et logiques de prise en compte aussi de l'environnement qui chapeautent tout ça. Et puis, il y a des choses vraiment très, très pragmatiques que les exploitants ou les mainteneurs qui travaillent aussi bien dans les centrales nucléaires que dans les centrales hydroélectriques ou les centrales thermiques classiques constatent, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur la maintenance proprement dite. On doit adapter aussi nos changements de maintenant de façon d'arrêter les aménagements hydroélectriques, par exemple, lorsqu'on les faisait aux périodes d'étiage pour éviter de ne pas faire de la production, de perdre de l'eau, entre guillemets. Eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut plus caler parce que je dirais
dans le temps, la temporalité, je dirais, de la distribution de l'eau est différente. De même, on parlait de la fonte des glaciers, par exemple, on s'aperçoit qu'en des périodes de d'étiage, il y a des barrages, des usines hydroélectriques qui produisent autant, anormalement, je dirais, mais c'est lié à la fonte des glaciers. Mais ces fontes de glaciers génèrent aussi je dirais, de l'usure, de l'abrasion. Donc on a des phénomènes d'abrasion qu'on ne connaissait pas avant, parce que la qualité de l'eau est différente. Donc voilà, tout autant de signaux, je dirais, faibles sur lesquels aujourd'hui on est en éveil. Alors bien évidemment, il y a les centrales nucléaires, vous en avez parlé sur le Rhône, il y a 4 centrales nucléaires qui développent 25 milliards de kilowattheures. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'assurer le refroidissement dans les meilleures conditions possibles. Là encore, je crois qu'il faut d'abord bien comprendre qu'il y a 2 types de refroidissement. Et sur le Rhône, on a les 2 types. Il y a les circuits ouverts, qui eux, je veux dire, on prélève 13 milliards de mètres cubes d'eau du Rhône pour assurer le refroidissement de ces centrales à circuit ouvert. Mais quasiment instantanément, on les rejette à l'aval de l'aménagement, donc avec une légère élévation de température. Et puis il y a les circuits fermés, donc il y en a 1 milliard d'euros là qui sont prélevés à raison de 2 mètres cubes par seconde en moyenne, et 0,8 mètres cubes seconde s'évapore. Donc là, il y a un peu plus de consommation, il est vrai. Et donc on doit travailler bien évidemment sur ces sujets-là pour essayer d'être en permanence, d'accepter d'avoir l'eau suffisante pour pouvoir produire l'énergie. Et d'optimiser effectivement la ressource. Merci. Jean-Claude Darlet, il y a une activité naturellement humaine qui est consommatrice d'eau, naturellement, c'est l'agriculture. Alors vous êtes élu de la Chambre d'agriculture de l'Isère, mais vous êtes aussi vous-même agriculteur. Donc vous pouvez nous parler de votre propre activité, Jean-Claude, ici. Oui, d'abord, bonjour à tous. Attendez, je vais vous approcher le micro. Voilà. Un peu trop loin. Voilà. Ouais, bonjour à tous. Donc, ce que je voulais d'abord dire par rapport à l'évaluation de cette évolution climatique, c'est qu'au niveau de l'agriculture, l'eau est quelque chose de vital, comme pour l'être humain. Et je pense que toutes et tous, aujourd'hui, à midi, vous avez dû prendre un repas, et avec ce repas, vous avez dû boire de l'eau, peut-être du vin, et voir d'autres choses. Je dirais que, eh bien, l'eau, sans eau, on ne peut pas produire de denrées alimentaires. Et donc, ça veut dire que de délocaliser l'agriculture, c'est quelque chose qui est peu probable aujourd'hui, du fait de l'évolution du nombre de populations sur notre planète. Ce qui veut dire qu'à force d'artificialiser certains terrains, on n'est pas contre l'habitation, le développement de zones d'activité, mais par rapport à cela, eh bien, en contrepartie, eh bien, on produira moins de denrées agricoles sur certaines parcelles. Donc nous, au niveau de l'évolution climatique, malgré tout, on a vu des choses concrètes sur nos exploitations. Bon, c'est d'abord, donc, ces dernières années, donc, c'est vrai, des hausses de température, ça c'est vrai qu'on le constate aussi, mais surtout ce que l'on constate le plus, ce sont des écarts de température. C'est-à-dire qu'on va dans des mêmes saisons, voire dans plusieurs saisons sur une même année, sur du très froid, cette année ça a été typique, hein, très froid en février, et puis fin août, on avait des températures, je dirais, caniculaires. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point que l'on voit lié à cette problématique de température, ce sont l'augmentation des vents, quels qu'ils soient. Donc ça veut dire encore des assèchements supérieurs donc, au niveau donc, de la problématique, donc, et là des plantes aussi. Et quand on sait que par exemple, on parle de développement par exemple de prairies, d'alimentation diverses des animaux, autres que par exemple la plante qui est aujourd'hui tirée à boulet rouge aussi, qui est le maïs, quand on pense que par exemple une prairie à plus de 30 degrés, ben, ça ne pousse pas. Donc ça veut dire qu'on ne produit pas de matière sèche parallèlement. On a eu donc au niveau de la région Rhône-Alpes et notamment sur une station donc dans la Loire, donc en 40 ans, il y a une augmentation donc de l'évapotranspiration d'environ 140 mm. Donc simplement donc sur des relevés donc sur 40 ans. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose d'énorme. Donc cela, comment on le compense demain dans la vie d'une plante? Il y a des plantes qui poussent avec des fortes températures, bon, je reprends le maïs, et d'autres qui, je dirais, ne se développent plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Autre élément qu'on a pu constater par rapport à des évolutions aussi de précocité. Et là, donc en région Rhône-Alpes, on est quand même sur une zone viticole importante. Eh bien, il est vrai que, je dirais, des vins d'Ardèche qui vendangeaient début septembre, voire fin septembre, ou mi-septembre, je dirais certaines années, fin août, les vendanges sont prêtes, par exemple.
Donc c'est pareil qu'il y a l'évolution par rapport à certains AOC qui ont certains critères de production. Donc ça, c'est un point important. En 30 ans, c'est pareil, au niveau donc, de la production de maïs, on a gagné 3 semaines de précocité. Donc c'est aussi un élément important parce que ça veut dire des périodes de floraison beaucoup plus tôt dans la saison, si on garde avec des mêmes variétés. Donc c'est un changement aussi qu'il est important de suivre. Et puis ces réchauffements, c'est aussi l'arrivée de nouveaux parasites, nouveaux fléaux sur des cultures, donc des méthodes de lutte qu'il faut évoluer. Donc tout cela est à un certain point, et je n'oublierai pas la problématique aussi du fait quand même qu'il est important d'irriguer. C'est bien entendu des cours d'eau, des petits cours d'eau qui vont à des niveaux d'étiage très bas, voire secs. Donc ça veut dire d'autres sources à rechercher. Et puis c'est aussi des nappes souterraines, donc aussi avec des niveaux qui vont à la baisse. Donc là, pareil, donc la problématique de concurrence, et là, quand on est en concurrence avec la problématique de l'eau potable, c'est aussi un point important. Et là, c'est après, je pense, dans les autres questions, sur qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, je dirais, pour essayer de gérer au mieux cette évolution-là. On va le voir, effectivement, et vous avez mis les choses extrêmement intelligentes, on va dire, en place. Hein. Bien. Laurence Campan, je reviens vers vous et vers ce grand lion, effectivement, dont on disait que finalement, le changement climatique n'impacte pas beaucoup l'habitude des gens. Hein. Bon. Vous avez quand même, vous, pris les devants, si j'ose dire. Hein. Vous avez mis un certain nombre de systèmes en place pour étudier aussi peut-être le gaspillage. Parlons enfin un peu du gaspillage quand même, parce que je crois que dans certaines communes, le gaspillage est énorme, c'est de 30 ou 40%. Je ne sais pas si je vais parler vraiment de gaspillage, mais en fait, disons que notre priorité, c'est de préserver notre ressource en eau, qui pour l'instant sur le Grand Lyon n'est pas à court terme menacée en termes de quantité. Ce n'est pas une préoccupation quotidienne qu'on a depuis quelques années. Par contre, nous devons être très vigilants parce qu'on se rend compte qu'à très courte échéance, cette tendance va bientôt s'inverser, compte tenu des différents usagers qu'il peut y avoir sur la même ressource. Et donc nos efforts se portent en termes d'action sur, dans un premier temps, la réduction des volumes consommer et donc faire déjà très attention, maîtriser quels sont tous les volumes qu'on distribue, puisque on arrive très bien à suivre quels sont les volumes qu'on distribue aux abonnés classiques. Par contre, nous avons aussi des forfaits qui sont accordés à différents usagers. Donc on a par exemple les bornes incendie qui sont disons ouvertes pour la défense incendie sur l'agglomération, et puis bien entendu toute l'eau de lavage des rues, d'entretien des réseaux d'assainissement pour lesquels nous nécessitons d'avoir une rigueur supplémentaire, tout ça pour mieux maîtriser la totalité des volumes qui circulent dans nos réseaux et prévenir aussi toutes les fuites qu'il peut y avoir. Donc c'est une politique impulsée aussi au niveau national, mais qu'on essaye de mettre en œuvre de manière très précise. Donc déjà dans un premier temps sur les eaux de lavage des rues, on met en place des compteurs sur le terrain. Donc ça se réalise concrètement cette année. Donc comme il y a énormément de points de prélèvement sur l'agglomération, on met en place aussi en parallèle un modèle qui permet d'extrapoler les comptages qu'on peut faire sur le terrain. Donc ça c'est vraiment une mesure phare qui va nous permettre d'affiner presque à 10% près les volumes qu'on distribue. Donc il y a une grosse marge de progression là-dessus. Ensuite on met en place avec les sociétés fermières une sectorisation du réseau de distribution, ce qui nous permet à une échelle un petit peu fine de déterminer les secteurs sur lesquels il peut y avoir des fuites, et on a déjà pu réaliser des actions sur le terrain de réduction de fuites importantes sur nos réseaux, et donc gagner encore en performance de réseau de distribution et en réduction des volumes gaspillés comme vous dites. Voilà. Ensuite, on a un travail de prévention qu'on essaye de mener en renforçant notre politique de gestion patrimoniale et en essayant d'anticiper les renouvellements de canalisation, les choix de matériaux pour éviter toujours ces pertes d'eau sur le territoire. Ensuite, en termes d'action pour préserver la ressource en eau, nous essayons de réaliser des actions qui nous permettent de suivre de plus près la qualité, puisque je disais tout à l'heure qu'on constatait une élévation des températures, et qui dit élévation des températures dit risque de prolifération bactérienne. Il faut savoir que sur le Grand Lyon, nous ne traitons pas en amont l'eau qui est distribuée aux abonnés. Il y a simplement une chloration de l'eau, donc c'est une chance inouïe.
Donc il faut préserver. Donc dans les actions qui sont réalisées ces temps-ci, donc on travaille sur les puits du champ captant, qui permet d'alimenter la majorité des Grands Lyonnais. On installe des débitmètres et des thermomètres sur la moitié des puits pour pouvoir, donc ça représente une soixantaine de points de prélèvement de température, pour pouvoir suivre ces évolutions et être beaucoup plus précis sur les actions qu'il faudra mener à court et moyen terme. On a un outil qu'on a développé depuis 2011 qui nous permet de suivre et de pérenniser toutes les données qu'on va accumuler, qu'on a déjà accumulées sur les piézomètres de la nappe, donc en lien avec le travail qui est réalisé par le SAGE de la nappe de l'Est lyonnais. Et donc on a aussi travaillé sur la qualité déjà sur le réseau de distribution et décidé de remettre en renfort donc 2 stations de rechloration sur le réseau du fait de la réduction des volumes qui sont prélevés donc, par les abonnés sur certaines parties de territoire qui étaient du coup un peu plus vulnérables au risque de prolifération bactérienne. Donc ça, c'est sur la préservation de la ressource en eau potable. Ensuite, il y a un autre travail qui est mené conjointement par la direction de l'eau et également donc, les urbanistes du Grand Lyon, qui a donc un tout autre registre, mais dont je voulais quand même parler aujourd'hui. Oui, c'est la mise en valeur de l'eau que l'on négligeait jusqu'à présent, l'eau de pluie. On l'a laissé s'écouler dans les caniveaux. Voilà, donc c'est valoriser l'eau dans la ville. Donc il y a plusieurs facettes. Il y a déjà remettre en scène l'eau dans la ville, donc pour resensibiliser les personnes donc à économiser cette eau et faire en sorte d'éviter de surconsommer de l'eau souterraine et valoriser plutôt les eaux de pluie qui, dans le centre de l'agglomération lyonnaise, sont quand même encore majoritairement renvoyées à l'aval de l'agglomération à travers les stations d'épuration qui dysfonctionnent par temps de pluie. Enfin voilà, je développe pas cette problématique. Du coup, on a quelques projets urbains phares qu'il est peut-être intéressant de citer aujourd'hui. Donc, on a par exemple la ZAC de la Buire qui est donc sur le boulevard Vivier-Merle pour les personnes qui peuvent connaître. Donc, un ensemble d'immeubles qui a été conçu, au cœur duquel il y a un parc qui est donc arrosé, puis la fontainerie est alimentée également par une réserve d'eau pluviale qui recueille les eaux de pluie des toitures et qui fait donc vivre l'eau de pluie au sein du quartier et qui permet en fait d'éviter de consommer de l'eau potable pour arroser cet espace vert et qui permet de faire vivre l'eau de pluie à travers des fontaines, etc. sur le parc. Ensuite, on a un projet qui va arriver, donc, qui est la rue Garibaldi sur Lyon, donc, qui était une rue donc, très routière avec des trémies souterraines. Une de ces trémies sera donc, utilisée pour stocker de l'eau pluviale et ainsi donc, permettre d'avoir une réserve d'eau pour arroser les rues, nettoyer les rues dans le centre de Lyon. Une autre piste pour réutiliser les eaux, on a une nouvelle station d'épuration donc, qui s'appelle La Fessine sur Lyon. On a essayé donc, de réutiliser les eaux traitées pour éviter de consommer de l'eau potable, pour nettoyer les terrains du site et nettoyer aussi les camions qui transitent sur le site. Donc voilà quelques exemples de effectivement, vous utilisez toute la panoplie que l'on peut trouver effectivement pour utiliser au mieux l'eau que vous avez. On comprend. Renaud Jalinou, sur le lac du Bourget, c'est un peu particulier parce que l'eau, là, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle est chez elle, elle est dans la nature. Nous, on est le château d'eau des Alpes, normalement, donc on ne doit pas avoir de problème. Mais il se trouve qu'on en a plein. Nos élus, il y a 40 ans, pensaient avoir sauvé le lac. Ils l'ont fait. Maintenant, il va falloir gérer un nouveau problème qu'on a évoqué en 2003, qui est une succession de sécheresses, de canicules que j'ai évoquées. Donc maintenant, les solutions, elles sont claires. Il y a 3 grands domaines sur lesquels on doit intervenir, sur lesquels on agit déjà et sur lesquels on aura encore beaucoup de choses à faire, tant en fonctionnement qu'en investissement. L'AEP, l'agriculture et les milieux aquatiques. Alors sur l'AEP, je l'ai dit en introduction, on a la chance d'être le château des Alpes. Donc nous, on a des sources gravitaires qui sont en train de se casser la gueule. Donc on est à moins 80, moins 90% de débit. On a des nappes phréatiques qui globalement se rechargent. Et on a le lac. Donc ce qu'il faut aujourd'hui maintenant, c'est tout mettre ça en interconnexion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sécurise, qu'on consolide l'interconnexion entre les 2 agglos. Puisque le lac est sur une agglo, la grande nappe est sur une autre agglo, même si on va en plus chercher de l'eau dans l'Isère, parce que nous on a la particularité de rejeter nos eaux épurées dans le Rhône et d'aller chercher notre eau potable dans l'Isère. Comme quoi, la solidarité. Donc il faut travailler avec Chambéry, Aix-les-Bains, le Bourget. Voilà, donc c'est en train de se faire. C'est-à-dire en fait, c'est simplement, c'est tout bête, c'est interconnecter des ressources. Donc c'est interconnecter le gravitaire avec les eaux souterraines avec le lac avec les eaux gravitaires. Donc ça, c'est en train de se faire. C'est sécurisé.
Sur le gravitaire, je disais que c'est en train de se casser la figure. C'est-à-dire qu'il y a des sources, à partir du moment où on les a équipées, on s'est rendu compte qu'elles prenaient moins 20, moins 30, moins 40, moins 80%. C'est incroyable. Donc en fait, comme le réseau d'eau potable repose quand même sur ces ressources gravitaires, il va falloir qu'on pompe de l'eau des nappes pour les amener en haut. Donc ça coûte de l'argent en fonctionnement, même si on ne le dit pas souvent, mais de l'eau qui vient de la nappe, souvent, il ne faut pas la traiter. Donc ça coûte moins cher au final, puisqu'on paye moins, il y a moins de traitement à faire. Par contre, on paye des pompes pour la monter. Donc ça s'organise. Tout ça dans une logique aussi de laisser dans les sources gravitaires, dans ce qu'on prélève, des débits réservés. Et là, on revient vers la notion de débit biologique minimum, etc., etc. Et donc ça, c'est une problématique qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on développe le territoire un petit peu en montant, parce qu'en général, en bas, c'est en zone inondable. Donc on développe en montant. Et en montant, on prend sur des sources gravitaires qui prennent de l'eau dans les cours d'eau, qui plus bas sont à sec. Où les agriculteurs, d'ailleurs, ont besoin d'eau. Donc tout ça se reboucle. Donc nécessairement, sur l'AEP, sur l'eau potable en général, il faut qu'on connaisse mieux, on l'a tous dit, en fait, il faut acquérir de la connaissance. Parce que si on n'a pas de jaugeage et de débit mesuré, on ne sait pas ce qu'on prend, on ne sait pas ce qu'on restitue. Et donc ça, on est en train, avec Chambéry Métropole et l'agglomération aixoise, de le mettre en place. Parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas décider. Hein. Il n'y a pas de gestion. Donc ça, c'est pour l'AEP. Et sur l'aspect encore eau potable, on a la chance d'avoir des nappes phréatiques, une nappe phréatique en Chautagne qui est immense, qui n'est aujourd'hui pas exploitée, et qui est une ressource pour demain qui est extraordinaire. Donc là aussi, il faut qu'on lance des études pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nappe. Alors on le sait à peu près. Et pour celle de Chambéry, elle est sous la ville, sous les zones industrielles. Donc là aussi, il faut être très prudent, parce qu'autant on pense que c'est une nappe qui se recharge facilement, donc il n'y a pas de grosses craintes. D'autant plus que les consommations baissent, mais n'empêche qu'on est très vulnérable en termes de qualité. Donc ça, c'est pour l'eau potable. Sur l'agriculture, je l'évoquais tout à l'heure, en fait, on est en train de travailler en ce moment avec le monde agricole, les maraîchers, les arboriculteurs, un petit peu moins la viticulture sur cette question de quantité, mais maraîchage et arboriculture, ils souffrent aujourd'hui, les agriculteurs, ils souffrent. Et pour sortir des produits avec des évapotranspirations énormes. Ils ont besoin d'eau pour faire face aux crises. Cette eau, elle est à 1 € alors que normalement, elle ne coûte pas cher. Ils vont la prendre dans le cours d'eau avec des pompes, avec des systèmes un peu archaïques, parce que jusqu'à 2003, ils ne s'étaient pas posé la question. Jusqu'en 2003, l'eau, elle était là, elle coulait, tout allait bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et les équipements qu'ils ont sont à l'image du territoire. C'est-à-dire, comme il y avait de l'eau, ils ont des pompes un peu pourries, ça fuit un peu partout, ça allait bien. Maintenant, ça ne va plus. Donc il faut trouver des solutions. Donc on parle de retenue collinaire, on parle d'extension de réseau. Il ne faut pas avoir un avis dogmatique sur les retenues collinaires. Il ne faut pas dire c'est une bêtise, on prend de l'eau, etc. Je vais vous donner juste un chiffre. Les agriculteurs sur notre territoire, juste arboriculture et maraîchage, ils ont besoin de 120 000 mètres cubes. En période critique, 120 000 mètres cubes. Chambéry Métropole prélève 10 millions de mètres cubes par an pour l'eau potable et il y a 30% de fuite. Et juste là, pour vous donner un autre ordre de grandeur, depuis 2003, ce qui nous manque en eau, si on prend le déficit en eau réel au niveau des stations de la Dirène, enfin l'ex-Dirène, il nous manque 900 millions de mètres cubes, le tiers du lac. Donc c'est toutes les proportions. 120 000 mètres cubes d'eau pour les agriculteurs, pour pérenniser une agriculture de proximité, c'est rien. C'est rien. Sauf qu'on arrive avec des retenues collinaires à 74 € du mètre cube. Parce que voilà, c'est ça le problème. Donc il faut l'amortir. Donc la question agricole, elle est là. Alors s'il y a du hard, pour reprendre vos propos, il y a de l'investissement lourd, mais il y a aussi du changement de pratique. Est-ce qu'on change d'espèce? Est-ce qu'on arrose différemment? Est-ce qu'on met en place des asperceurs? Il y a tout ça aussi à réfléchir. Donc c'est travailler sur cette question-là. Sur la question des milieux aquatiques... Je ne sais pas sur les brisées de Jean-Claude, hein, parce que ça, ils l'ont fait, les agriculteurs. Oui, mais parce qu'ils sont sur un territoire peut-être où il y avait un stress moins important historiquement. Bien sûr. Et puis sur les milieux aquatiques, là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, quand le débit dans une rivière est divisé par 2, nécessairement, le rejet, il est en 2 fois plus de concentration. Donc, ce que disait Stéphane Strofek tout à l'heure, il faut qu'on arrive à maintenir l'effort de dépollution. Déjà, il faut qu'on commence par là. On travaille sur les pesticides, sur l'industrie, sur la pollution domestique. Tout ce qu'on a fait pendant 30 ans, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en ayant 2 fois moins d'eau dans les cours d'eau, il faut continuer l'effort. Il faut aussi, évidemment, continuer à lutter contre les fuites. Mais sur les milieux aquatiques, je pense qu'il y a 2 choses qui me semblent aujourd'hui, en tout cas, être dans notre cœur d'action. La première, c'est de continuer à restaurer les rivières. Parce que si on veut arriver... Je prends l'exemple de la Lesse, qui est la rivière qui alimente le lac du Bourget. Son débit biologique minimum, c'est 600 litres seconde. Et si on restaure la rivière, ça descend à 300 litres seconde. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire face, avec une rivière restaurée, elle est capable de mieux faire face au stress hydrique. Donc ça, c'est de l'investissement. Et on sait ce qu'il faut faire. Hein. N'oublions pas aussi la question des zones humides. M. Guespereau l'évoquait en introduction ce matin. La politique des zones humides consiste aujourd'hui
à dire il faut qu'on arrive à restaurer les fonctionnalités hydrauliques des zones humides parce qu'elles vont stocker de l'eau et la restituer après. Et aujourd'hui, on sait qu'on a détruit la moitié de nos zones humides, mais il faut aussi qu'on arrive dans les PLU, ça c'est du soft, à faire de la protection pour qu'on ne dégrade pas. Il ne faudrait pas que d'un côté on restaure et de l'autre côté on continue de dégrader. Sur le lac du Bourget, la population a été multipliée par 2 et la qualité du lac, aujourd'hui, elle est luxuriante. Ça veut dire qu'on peut avoir un développement tout en ayant une action positive sur l'environnement. Ok, merci Renaud. CQFD. Patrick Sammarino, votre souci, vous, c'est que l'eau, elle n'appartient pas qu'à EDF. L'eau, il faut la partager. Et là est le vrai problème, je suppose. Et là où est sans doute aussi l'amélioration à travers la notion de mise en commun. Absolument, je crois que vous avez raison. L'eau est indispensable à EDF, mais elle n'appartient pas à EDF, on en est bien conscient aujourd'hui. En revanche, je crois qu'il a été dit tout à l'heure par le dernier orateur que l'adaptation au changement climatique était un processus continu. Je crois qu'EDF s'est engagé dans cette vision-là de façon continue. C'est-à-dire qu'au jour le jour, au quotidien, on constate des évolutions. Et on essaie d'adapter forcément ces évolutions à notre process, sachant que c'est un process forcément complexe, de faire de l'électricité, mais aussi fragile. Il faut en permanence trouver un équilibre entre justement gérer cette ressource pour faire la meilleure électricité possible, mais aussi être conscient d'utiliser cette eau et la gérer en fonction des autres usages, notamment bien sûr l'irrigation, l'eau potable, mais aussi le développement économique, qu'il soit industriel ou touristique, sans oublier à nouveau la préservation du milieu. Donc c'est cet équilibre à la fois complexe et fragile sur lequel on travaille depuis des années, et notamment dans tout un domaine déjà de mobilisation de notre ingénierie environnementale, de nos chercheurs de la R&D d'EDF, pas seul, avec de plus en plus la communauté internationale de recherche qui travaille sur ces sujets-là, pour la partager et savoir comment se préparer, je dirais, à ces adaptations au fur et à mesure, et se préparer surtout à ces incertitudes. C'est ce qui avait été dit tout à l'heure. Au-delà de cela, je crois qu'il y a, de ces études, il y a tout un tas d'actions qui ont été engagées et qui montent en puissance. Notamment, déjà, je le disais, la première des choses, on le dit, c'est lutter contre le changement climatique lui-même, donc éviter si possible de rejeter des gaz à effet de serre, et d'où l'important de préserver les moyens de production qui font, je dirais, la force en France avec EDF, d'avoir un parc adapté à cela, avec beaucoup de nucléaire certes, mais aussi beaucoup d'énergie hydroélectrique et le développement des énergies renouvelables qu'il faut préserver. Je prendrai un exemple aussi, lorsque l'on peut s'échanger sur notre bassin à ce qu'on est en train de faire avec la centrale thermique de Martigues, qui va être passée en cycle combiné gaz, donc beaucoup moins consommatrice, je dirais, d'eau déjà, puisque le process est amélioré, mais aussi qui dégagera beaucoup moins de CO2. Sur les centrales nucléaires, il y a un élément important. On a parlé du débit tout à l'heure, mais ce qui est aussi très important, c'est la température de l'eau. Parce qu'on a des seuils qu'il faut respecter, réglementaires, et puis la température, l'élévation naturelle de la température fait en sorte que ces seuils, surtout en été bien évidemment, sont souvent très proches. Donc là, le problème n'est pas tant de dire comment on va faire pour prendre moins d'eau, parce qu'il faudra toujours de l'eau, mais plutôt comment on va faire plus d'électricité avec la même eau. C'est sur ça qu'on travaille, donc beaucoup plus d'efficacité, et notamment sur les circuits fermés, je parlais, qui eux consomment un peu d'eau par l'évaporation. On va travailler énormément pour avoir des aéroréfrigérants toujours propres. Et là, il y a un programme sur lequel le groupe EDF s'est engagé. Il y a 15, d'ici 2019, depuis 2011, on a commencé jusqu'en 2019, il y a un programme de traiter 15 aéroréfrigérants, dont 8 sur le Rhône, justement, pour un programme de 120 millions d'euros, pour justement améliorer la performance technique d'abord des réfrigérants, et surtout éviter qu'ils restent toujours propres. Donc c'est toujours consommer pas plus d'eau, mais faire plus d'électricité avec cette même eau. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors après, évidemment, ce que l'on fait énormément, c'est tout ce qui tourne autour de l'adaptation avec les autres usages, pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour les côtes touristiques. On est dans un bassin méditerranéen, notamment sur le bassin de la Durance et du Verdon, où il y a énormément d'enjeux économiques liés au tourisme. Et comment faire en sorte de gérer correctement le remplissage des retenues pour pouvoir à la fois garantir au bon moment la production d'énergie électrique
que ce soit en été ou en hiver lorsqu'on en aura besoin, garantir l'irrigation qui est de plus en plus complexe et aussi on l'a vu et qui essaie de s'adapter, assurer bien évidemment les nouvelles exigences environnementales qui sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du milieu et répondre à tous ces aléas. Donc ça veut dire que ça passe forcément d'abord par de la modélisation, de savoir adapter nos modèles, et on le fait, de gestion, et aussi surtout de beaucoup de concertation. Et de plus en plus, on travaille en amont, on essaie d'anticiper et de se parler, de comprendre les évolutions des modèles. Et on a tout un tas de programmes, là aussi, de recherche, sur lesquels on associe toutes les parties prenantes, justement, pour essayer d'anticiper l'avenir. Bien. Voilà oui. Oui, merci. Avec vous, Jean-Claude Darlier, on termine ce premier tour de table sur les mesures déjà prises, avant d'évoquer dans un dernier tour, effectivement, ce que vous imaginez pour les années à venir. Bien, vous, je crois que la vraie préoccupation, ça a été, j'allais dire, d'optimiser les systèmes d'irrigation. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Je voudrais, avant de rentrer un petit peu dans ce qui a été conduit au niveau de l'agriculture de façon rhône-alpine, mais je ciblerai un petit peu plus l'Isère que je connais beaucoup mieux, c'est d'amener un petit peu quelques chiffres pour représenter un petit peu ce que représente l'irrigation au niveau agriculture par rapport à la consommation globale de l'eau au niveau d'un territoire. Je dirais, si on prend quelques chiffres, au niveau, donc, sur les départements où il y a le plus d'irrigation, je dirais Isère, Drôme comme exemple, je dirais les surfaces irriguées représentent à peine 10% des surfaces totales utilisées en agriculture. Quand on est sur les départements, je dirais, périphériques, Rhône, on est entre un peu plus de 5%. Et lorsqu'on se trouve dans les départements, je dirais, plus montagnards encore que l'Isère, mais Savoie, Haute-Savoie, on est de l'ordre de 2%. Donc ça veut dire c'est que les surfaces concernées par l'irrigation restent faibles par rapport à l'impact que ça peut avoir. Je dirais, après, en ciblant vraiment l'Isère, donc c'est un peu plus de 1600 points de prélèvement d'eau, c'est 1550 irrigants et il y a de recenser un peu plus de 5000 agriculteurs sur le département, donc à voir aussi qu'on est, je dirais aussi sur une proportion assez faible. L'irrigation, c'est pour irriguer quoi? C'est 21 000 hectares d'irrigation, c'est un peu plus de 55% sur justement le maïs, qu'il soit grain ou fourragé, c'est-à-dire qu'il va de différentes façons pour l'alimentation du bétail. C'est 15% pour tout ce qui est fruits, arboriculture et petits fruits. C'est 10% tout ce qui est oléagineux, 3% pour le maraîchage et un peu plus de 10% pour diverses autres cultures. Et il y avait donc historiquement notamment le tabac qui était concerné par là-dessus. Et puis donc d'où vient l'eau qui est consommée sur l'irrigation? C'est en gros donc 43% d'eau souterraine et un peu plus de 55% donc d'eau de surface. Qui dit eau de surface, de ressources relativement conséquentes, notamment donc dans le département d'Isère, donc c'est la rivière Isère ou le fleuve Rhône, suivant où on se situe. Donc, et ça veut dire c'est que 84% des ressources en eau donc, proviennent, si je peux dire, donc de ressources, alors pas inépuisables, mais je dirais avec peu de risques d'arriver à des moments critiques au niveau de la quantité qu'il reste. Et 16% donc dans des petits cours d'eau. En 2011, sur le département, c'est 30 millions de mètres cubes qui a été consommé. Et on est sur une année relativement faible. Donc les deltas, ça va de 20 millions à 60 millions suivant les années. Donc l'eau, c'est en gros, si on lisse ça sur l'année, l'agriculture consomme 13% de la quantité d'eau consommée sur un département, avec tous les secteurs d'activité, que ce soit eau potable ou industrie. Et donc, parce que donc, en gros, c'est 58% pour l'industrie, 29% pour l'eau potable. Après ces chiffres, Jean-Claude, c'est bien d'avoir des chiffres. Alors, mais c'est bien aussi, effectivement, de nous parler de ce que vous avez réalisé. Alors, maintenant, ces chiffres, comment on les a obtenus? Première chose, c'est que des chambres d'agriculture au niveau régional sont devenus mandataires au niveau de tout ce qui est renouvellement des lois d'autorisation de prélèvement d'eau. Donc, ça a permis, dans un premier temps, de connaître ce qui se faisait et de pouvoir analyser, justement, où se prélevait l'eau, comment ça se prélevait, et où il y avait des problèmes justement de concurrence, même déjà entre agriculteurs et autres consommateurs, comment on pouvait essayer de trouver des solutions, donc de partager cette eau-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est très importante, c'est on a mis en place tout un système, je dirais, d'avertissement, de bulletins, qui permet d'améliorer la gestion de l'eau en irrigation. Ça veut dire c'est quand débuter l'irrigation, pour que ça soit le plus profitable possible et efficace. Donc là, c'est avec un réseau de tensiomètres
c'est avec des petites stations météorologiques, donc avec des prélèvements et des mesures. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place. C'est aussi, après, tout au long de la saison, donc différents bulletins qui disent, ben voilà, par rapport aux précipitations qui sont tombées, ben oui, vous pouvez continuer ou arrêter ou, je dirais, suspendre un peu l'irrigation. Et aussi, ben, c'est par rapport, quand on arrive en fin de saison, quel est le moment le plus opportun pour arrêter l'irrigation. Donc là, tout a plein d'outils au niveau donc là, de l'avertissement, de la formation et du suivi de l'irrigation. Ensuite, un autre point important, c'est l'évolution matérielle. Donc il est vrai, ça a été dit tout à l'heure, autrefois, donc il y avait l'irrigation qui était faite un petit peu, je dirais, comme ça au nez, voilà, on mettait une quantité d'eau, on arrosait ou on arrosait des plantes, je dirais. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on irrigue, ça veut dire c'est qu'on réellement on apporte des quantités d'eau très précises, je dirais, alors avec différents types d'aspersion, que ce soit du goutte à goutte, du micro-asperceur, voire aujourd'hui des canons avec des gestions informatiques dessus, où vraiment on met des quantités pratiquement au mètre cube près. Bon, j'ai un équipement avec un pivot sur l'exploitation où je gère aujourd'hui cela par GPS, et même je dirais sur tel et tel endroit de la parcelle, si les sols sont différents, on peut mettre des débits différents d'eau et on peut faire vraiment du réglage jusqu'au potentiel même du terrain où passe le pivot dessus. Donc ça veut dire c'est que par rapport à cela, deux chiffres intéressants, entre 20 et 30% d'économie d'eau sur l'année et une augmentation de 10% de rendement. Donc ça veut bien dire que quand on affine la gestion, on arrive à des résultats relativement conséquents. Et de plus, quand on est sur la problématique aussi bien maraîchage qu'arboriculture, là aussi, je dirais, on peut aller sur des évolutions positives dans ce sens-là. Ça, c'est pour l'irrigation. Mais il y a aussi des améliorations que vous avez mises en place pour, par exemple, les méthodes d'assolement, les méthodes aussi, peut-être les produits eux-mêmes, les graines sélectionnées, etc. Enfin, tout cela, quoi. Alors, aujourd'hui, sur tout ce qui est la problématique donc de modifier tout ce qui est rotation, assolement et tout ça, on est plus ça dans un projet pour essayer de le voir demain. Parce que ça veut dire qu'en même temps, il faut que tout ce qui est recherche-développement aboutisse à certaines choses parallèlement à ce que l'on peut essayer de conduire. Parce que ce n'est pas aussi facile. Parce que ça veut dire aussi que si jamais on arrête telle ou telle production, je vais prendre un exemple, il y a beaucoup d'obtenteurs de semences diverses et variées qui sont sur notre territoire. Je dirais, si jamais on dit on diminue ou on arrête l'irrigation, eh bien, ils vont essayer de faire produire leurs semences ailleurs. Et donc derrière, c'est des industries, quelles qu'elles soient ou agroalimentaires, eh bien, qui suivent cette production donc difficilement, ce que je disais tout à l'heure, délocalisable. Donc prudence. Donc faut faire, je dirais là-dessus, il faut faire attention à ce que l'on fait parce que on peut déstabiliser des filières, on peut déstabiliser une économie. Et c'est important donc de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi sur l'irrigation non plus. Par contre, un autre travail important que l'on a conduit, c'est de modifier les ressources. Et ça veut dire c'est d'abandonner petit à petit le prélèvement dans des nappes souterraines où là on avait des soucis de baisse de niveau pour aller prélever sur des ressources beaucoup plus pérennes dans le temps. Donc c'est notamment arrêt de prélèvement dans des nappes pour aller sur la rivière Isère ou sur le Rhône. Donc des substitutions avec d'autres moyens de ressources. Donc ça a été conduit de façon conséquente ces dernières années, avec aussi l'arrêt souvent de prélèvements individuels pour la mise en place de réseaux collectifs. Donc là, c'est pareil, avec une gestion beaucoup plus pointue de l'eau, donc avec aussi maintenant des gestions quantitatives beaucoup plus connues et avancées. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites aussi. Avec, sur certains départements, un travail sur justement tout ce qui est retenue collinaire. Et là, sans des infrastructures, comme on disait tout à l'heure, avec des très gros regrets à l'avenir, mais là, avec des choses, je dirais, relativement faites de façon intelligente et conséquente et qui permettent justement d'apporter ces quelques centaines de milliers de mètres cubes et qui permettent de pouvoir sauver certaines récoltes sur certaines années. Bien, rapidement maintenant, pour que le public puisse encore partager avec vous un certain nombre de vos informations, rapidement maintenant, quelles sont les marges de progrès pour les 20-30 prochaines années? Qu'avez-vous envisagé ou à quoi rêvez-vous, tout simplement, si ce n'est pas encore envisagé? Laurence Campan. Du coup, dans les actions concrètes qu'on est en train de lancer pour l'avenir, donc il y a, on va dire, 3 catégories. Donc, dans un premier temps, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est renforcer la maîtrise des volumes consommés pour préserver les volumes dans les ressources en eau.
Ensuite, donc, ce qu'on veut faire absolument, c'est améliorer la connaissance. Et enfin, c'est développer le partenariat multi-acteurs, comme on a pu l'illustrer les uns les autres à travers nos propos. Donc, je donnerai juste 2 exemples. Sur l'amélioration de la connaissance, on est en train de mettre en place une structure qui s'appelle plateforme de recherche sur le site de notre captage principal de Crépieux-Charmy pour l'alimentation en eau potable des Grands Lyonnais. Donc ça va nous permettre de mieux connaître le fonctionnement de l'aquifère et puis de notre champ captant, sachant que c'est un petit peu compliqué puisque c'est un site qui a l'interaction entre la nappe alluviale du Rhône et puis la nappe souterraine de l'Est lyonnais. Et pour avoir donc une production d'eau potable de bonne qualité à long terme, il faut qu'on connaisse tous les mécanismes et toutes les interactions entre ces 2 ressources et savoir quelle est la pérennité en termes de qualité et de quantité sur l'utilisation de l'eau sur ce site. Donc il y a donc l'Université de Lyon, le NTPE de Lyon qui interviennent dans ces recherches, l'Université de Grenoble également qui nous aide, et puis donc la société fermière Veolia qui exploite aujourd'hui le site. Donc c'est un partenariat scientifique qui nous permettent on espère à court terme de dégager des tendances et qui nous permettront d'orienter nos modalités de gestion pour préserver cette ressource. Mettre de l'intelligence en commun. Voilà, on a bien compris. Et surtout améliorer la connaissance, puisque jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, mais on se rend compte que pour demain, il faut qu'on sache exactement comment ça fonctionne pour que ça continue de fonctionner. Ensuite, en termes de développement de relations partenariales avec tous les acteurs locaux et usagers de l'eau du territoire, donc je peux citer quelques exemples. Donc, pas trop, on n'a pas le temps. Très vite. Rapidement, voilà. L'essentiel pour vous. Donc la gouvernance sur l'île de Miribel-Jonage, donc au cœur de laquelle se trouve le captage du Grand Lyon, qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs, donc loisirs, du Grand Parc, les acteurs de la gestion des inondations, les écologistes, les agriculteurs, les industriels et puis nous-mêmes qui souhaitons donc mettre en priorité la protection de l'eau potable, et chacun a ses priorités, donc c'est ça qu'il faut réussir à concilier. Il y a aussi donc la gouvernance mise en place dans le cadre du SAGE de la nappe de l'Est lyonnais, donc qui est aussi très importante pour faire évoluer la culture, pour améliorer donc la qualité de la ressource souterraine. Et puis un dernier outil qui est plus un outil de gestion et puis entre guillemets de partage de gâteau qui est en train de se développer, qui s'appelle GESLI et qui permettra à moyen terme de régler les problèmes en période tendue de limitation de quantité d'eau dans la ressource et puis de répartir équitablement les volumes prélevables par les différents usagers, qu'ils soient tous mes collaborateurs autour de la table, énergie, agriculture, eau potable, etc. Voilà ce que je voulais dire. Et sinon, dans la part de rêve, c'est les volontés qu'on souhaite développer par rapport à notre secteur qui est vraiment très urbain, c'est essayer de valoriser l'eau aussi. Il y a la contrainte de l'eau, mais il y a aussi les atouts de l'eau en termes d'utilisation des eaux pluviales pour peut-être rafraîchir un petit peu la ville, rapporter de la végétation dans cette urbanisation qui est extrêmement minérale et qui chauffe un maximum certains secteurs. Et c'est des points qu'on souhaite voir affichés dans notre prochain plan local d'urbanisme qui devrait sortir bientôt. Voilà, merci. Voilà. Je vous bouscule, pardonnez-moi, mais c'est pour qu'il puisse vous poser encore des questions avant que vous partiez tout à l'heure. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les chances que tu évoques de 30 ans, parce que vu les 10 ans qui viennent de se passer divisé par 2, donc 30 ans, on n'aura plus d'eau dans les cours d'eau. Donc ça me fait peur. Non, concrètement, on est obligé de dire que de toute manière, on va continuer la lutte contre les fuites. Je parle des agglos, parce que c'est indispensable. Ça représente quand même beaucoup de volume. Et continuer la lutte contre la pollution, parce que c'est encore 50 millions d'euros sur les 10 ans qui viennent. Comme il y aura moins d'eau, autant qu'elle soit de bonne qualité. Ça me paraît essentiel. Après, pour le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette situation qui s'impose à nous. Donc sur la partie AEP, je l'ai dit, il faut qu'on continue l'interconnexion et qu'on aille certainement interconnecter avec la Chautagne un jour ou l'autre, parce qu'il y a une tellement belle ressource en eau là qu'on ne pourra pas s'en priver, d'autant plus si les sources gravitaires se cassent la figure. Il faut qu'on arrive au niveau agricole à trouver, soit on va réaliser 2-3 retenues collinaires et ou des restructurations de réseaux avec des équipements pour l'agriculture pour permettre à l'agriculture de se maintenir, alors qu'il y a en 2011 ou en 2009, elle aurait pu prendre une grosse claque dans la figure.
Il nous faut nos pommes et nos poires qui viennent de chez nous. Il ne faut pas qu'elles viennent d'Espagne, pas de la Drôme, ça ne me dérange pas, mais qu'elles viennent de Chambéry et de la Motte. Ça fait moins de transport, et puis puisqu'on dit qu'il faut diminuer le CO2, autant qu'on mange chez nous. Bien sûr. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Donc là, sur ces aspects-là, et il faut aussi que le monde agricole évolue. Quand j'entends monsieur parler des pratiques asperceurs, etc., ça, il faut qu'on y vienne. Donc ça veut dire c'est d'investissement. Ensuite, il faut acquérir de la connaissance. Madame a tout à fait raison, puisqu'en fait, il y a plein de secteurs sur lesquels encore on ne sait pas. Comment évolue la ressource. Et je pense notamment aux karstes. On n'en a pas parlé, on a des géologues qui sont exprimés tout à l'heure, mais les réseaux karstiques abritent des grandes ressources en eau qui sont très fragiles, mais qui sont certainement assez importantes. Et on en a, nous, puisqu'on a un milieu calcaire. Et puis ensuite, ça, c'est du concret. On s'est engagé, et prochainement, le directeur de l'agence de l'eau va venir signer à Chambéry le plan d'action en faveur des zones humides, où on s'est engagé à restaurer 80 hectares de zones humides. C'est autant d'éponges qu'on va laisser se remplir et se vider. Et puis restaurer 20 km de rivières pour que les débits qui vont se casser la gueule petit à petit puissent malgré tout continuer d'accueillir une vie aquatique, j'espère, en très bon état. Merci. Pour vous, pour EDF, M. Sambarino. Pour EDF, je crois que, et également rapidement, je crois que la première des choses, malgré tout, c'est de continuer à approfondir la connaissance. Je crois qu'il y a encore énormément de champs à explorer qui méritent aujourd'hui de lever un petit peu d'incertitude, justement, qui a été parlé. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est par exemple la gestion sédimentaire. Quel lien avec comment va évoluer la gestion sédimentaire par rapport à ce changement climatique? Voilà de vrais sujets, et ça a des impacts importants, non seulement pour la production d'énergie, mais aussi pour les risques, par exemple, les risques d'inondation notamment. Donc, continuer sur la connaissance, notamment en travaillant avec la communauté scientifique, et savoir rapprocher la communauté scientifique des décideurs. Ça me paraît important aussi de se parler, que les scientifiques parlent aux élus et aux décideurs. Ensuite, il y a un besoin, je crois, une volonté forte qu'a l'opérateur EDF, si je parle de son nom, de travailler encore plus sur la restauration du milieu, la qualité de l'eau, bien prendre en considération que tout le travail qui est fait dans ce domaine-là est un plus pour l'avenir. Je dirais, plus on aura de l'eau de meilleure qualité, mieux elle sera utilisée aussi pour les autres usages dont on a parfois la gestion. Bien évidemment, travailler de concert avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, au premier lieu desquels les acteurs du comité de bassin, mais aussi bien sûr tous les irrigants, les développeurs économiques, les industriels, les gestionnaires d'eau potable. Tout cela est important de le faire avec une volonté de maintenir, comme je le disais, de préserver les équilibres pour chaque usage. Il n'y a pas un usage qui doit être prioritaire sur l'autre. Je crois qu'il faut partir avec cette idée. Si on en a la volonté, on arrive à trouver, par la connaissance et par le dialogue, beaucoup de pistes d'action. On y travaille et il faut encore poursuivre là-dessus. Et enfin, là pour le métier proprement dit d'EDF, les aménagements sur lesquels, qui servent à produire de l'électricité, chaque fois qu'on les entretient, qu'on investit dans ces aménagements, avoir le souci de cette gestion de l'eau, de trouver plus de performance, plus d'efficience, plus d'efficacité, améliorer les rendements. Et on s'y emploie, puisque les programmes qui soient aussi bien dans la production hydroélectrique, pour EDF, ça s'appelle le programme Renouveau, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les centrales nucléaires ou thermiques classiques, pour la réfrigération, on a ce souci permanent de faire autant de kilowattheures avec moins d'eau. Donc je crois que c'est aussi un défi qui est devant nous, sur lequel on s'engage à faire. Et c'est l'engagement qu'a pris EDF au 6e Forum mondial de l'eau, en travaillant, en définissant avec la communauté internationale et scientifique un référentiel de ce que pourraient être des indicateurs pour mesurer l'empreinte eau. Et bien évidemment, derrière, le groupe s'engagera à mesurer et à réduire cette empreinte par rapport à ses activités. Jean-Claude Darlet, 2 minutes. Vous avez le mot de la fin, c'est naturel, puisque c'est quand même vous qui nourrissez l'humanité. Donc, je vais essayer de ne pas vous nourrir en 2 minutes, mais simplement, il faut se rappeler et il faudra se souvenir qu'on ne fait pas d'agriculture sans eau. Premier point. Par contre, pourquoi? Parce que c'est pareil, qu'il y a l'aspect production de produits de nécessité alimentaire, mais il y a aussi par rapport à la problématique de maintien de l'environnement sur le support qu'on travaille, qui est le sol, qui est la terre. Parce qu'aujourd'hui, l'eau nous permet aussi d'améliorer cette problématique-là, parce que quand on met des intrants divers et variés, si on met de l'eau, au moins on est sûr qu'on va sortir dessus la production qui permettra d'utiliser les intrants qui ont été mis. Ça, c'est un point important à se rappeler. Par contre, au niveau, il y a un travail qui a été conduit par la Chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes sur un petit peu, justement, sur quel point travailler demain.
Il est vrai que par rapport à l'économie d'eau, les périodes d'irrigation dans la journée, c'est vrai que si on pouvait mieux irriguer la nuit, c'est vite 10-15% d'eau économisée. C'est des pistes de travail. Au niveau, pareil, sur des recherches variétales, dans les différentes cultures, qu'on soit en maraîchage, qu'on soit en arboriculture, que l'on soit en production de maïs ou autres céréales, il est important aussi que la recherche là-dessus travaille pour qu'on puisse arriver à avoir des variétés demain qui résistent beaucoup plus au problème de stress hydrique. Alors, je ne vais pas parler de modification de gènes ou autre, mais dans de la recherche, quelle qu'elle soit, il est important que ces aspects-là soient pris en compte demain. Parce que je dirais c'est pour le pays français, mais c'est pour, je dirais, l'Europe, voire le monde entier, où la problématique eau, à mon avis, sera peut-être demain plus importante que d'autres problématiques que l'on peut entendre aujourd'hui. Ensuite, un travail que l'on commence à conduire, c'est la modification des successions de cultures sur les mêmes parcelles, là qui permet aussi donc de pouvoir d'essayer, de pouvoir économiser un peu d'eau, parce que je dirais, si on arrive à faire succéder certaines cultures, on arrive souvent à certaines économies. Mais la problématique, c'est ça, c'est bien, du moins, c'est très bien vu sur l'aspect eau. Mais après, derrière, il y a toujours le problème économique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pris en compte? Et comment, je dirais, demain, on peut le travailler? Parce que souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, si on arrête telle ou telle culture ou telle production, souvent derrière, eh bien, on sait que l'agriculture induit plusieurs emplois, ou voire, on dit de 5 à 6 emplois par agriculteur, en amont ou en aval. Suivant le choix que l'on peut prendre dans telle ou telle direction, cela peut entraîner d'autres choses assez conséquentes. Ensuite, il y a un autre point aussi qui est à travailler, donc c'est recherche de nouvelles ressources d'eau. L'aspect, retenue collinaire, ça en fait partie. L'aspect d'aller encore plus sur des ressources plus importantes, fleuves, grandes rivières, c'est un travail aussi qui est à conduire. C'est aussi continuer et poursuivre l'adaptation du matériel, quel qu'il soit. Donc là-dessus, il y a eu déjà des efforts conséquents de fait, mais il y a sûrement encore des marges de manœuvre. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a certaines productions qu'il faudra toujours de l'eau demain. Quand on fait du maraîchage, on sait que par exemple un hectare de maraîchage, c'est 2,5 à 3 fois plus d'eau que pour un hectare de blé, de maïs ou de prairie. Donc ça, il faut le savoir, il faut l'intégrer aussi dans un domaine sociétal demain. Et enfin, je finirai par quelque chose qui là concerne tout le monde. C'est justement par rapport à la problématique, et là je parlerai, et là c'est vrai que ça ne plaira peut-être pas tout le monde, mais de gaspillage de foncier. Quand on fait des choix d'urbanisation, de zones d'activité, mais aussi de grands tracés publics divers et variés, routes, autoroutes et réseaux ferroviaires, d'essayer de pouvoir prendre en compte la valeur agronomique de terrain, parce qu'on sait que par le passé, il y a eu des erreurs de fait, dans l'Isère, mais dans d'autres départements aussi, où des terrains à forte valeur agronomique, souvent où l'irrigation, on pouvait s'en passer, aujourd'hui, elles ont été artificialisées. Il faut penser à tout le monde, bien entendu, parce que l'économie, il n'y a pas que l'agriculture qui doit vivre sur le foncier, mais c'est quelque chose d'important et qu'il faudra de plus en plus prendre en compte demain, parce qu'il y a des choses que l'on peut délocaliser, mais l'agriculture, et avec le potentiel du foncier, c'est impossible de pouvoir transférer ça n'importe où. Je finirai là-dessus. Merci. Merci à vous, merci à tous les quatre.